Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pilotage de la conformité sécurité avec Gilles Favier, qui est cofondateur de la société TrustHQ. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Loa. Alors, Gilles, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bonjour à tous, Gilles Favier, je suis le cofondateur de TrustHQ. J'ai été RSSI et consultant en cybersécurité pendant une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez principalement ? Alors, la solution TrustHQ, en fait, elle est née d'un constat fait lors des missions de conseil, qui est de croiser tout le temps et systématiquement le même problème chez les RSSI. Donc là, en l'occurrence, ils ont beaucoup de problèmes à traiter, mais l'un d'entre eux, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, sur lequel j'étais spécialisé, c'était toute la gestion de la gouvernance sécurité. Donc la politique de sécurité, les analyses de risque, les audits de sécurité internes, des filiales, des fournisseurs, et tout ce qui est lié à ça en fait, c'est-à-dire que au-delà des tâches cybersécurité qui découlent de ces actions, il y a le fait de construire de reporting, de synthétiser les données, de communiquer sur cette information, aussi bien quand on fait un audit à l'audité que les rapports d'audit qu'on va pouvoir réaliser après. Et le suivi des plans d'action, en fait, c'est-à-dire que tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est géré avec des mails, des Excel ou des PowerPoint. Les plans d'action, on en fait un et puis après, on le regarde plus jamais. Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour passer de ce problème-là, que tout le monde a, donc il y a un effet de rationalisation qui peut être intéressant à trouver, à une solution qui va gérer toutes les tâches en fait de PMO pour le RSSI en fait. Ah, PMO. PMO, donc Project Management Officer, donc en gros c'est le chef de projet ou l'assistant chef de projet en SaaS du RSSI. Donc l'idée c'est de mâcher toutes les tâches chronophages du RSSI et de l'équipe sécurité pour que eux puissent passer beaucoup plus de temps non pas à reconstruire des Excel et des PowerPoint, mais à se poser la question de il y a une règle de sécurité ou pas, si elle existe, est-ce qu'elle est bien formulée, est-ce que les gens savent quelles informations il faut remonter pour indiquer le fait qu'ils sont bien conformes ou qu'ils ont bien répondu à l'exigence de sécurité ou à la règle de sécurité qui leur a été assignée, etc. Donc vraiment passer du temps, en gros, c'est de la sécurité ajoutée en fait, plutôt que passer du temps sur de l'Excel. En fait, c'était ça qu'on voulait faire. C'était aussi donner de la sécurité ajoutée à l'équipe sécurité plutôt que d'embaucher des gens qui ont une expertise en cybersécurité pour faire des Excel. Il existe tout un tas d'outils ou de services qui proposent ça. Pourquoi avoir créé un nouvel outil ? Qu'est-ce que votre outil apporte en plus par rapport à la concurrence ? Ou pourquoi les outils existants ne répondaient pas aux besoins auxquels tu as été confronté ? Okay. Alors, il y a plusieurs réponses en fait. Il y a une question d'approche. Alors, il y a vraiment une question d'approche en fait. C'est-à-dire que nous, on est parti le point de départ, ça a été d'abord dans notre réflexion, ça a été de résoudre la problématique de la politique de sécurité. Ce fichier PDF que personne ne lit, que personne ne connaît, même et encore l'équipe sécurité la consulte de temps en temps et qui se trouve perdu sur un serveur. Donc la première idée, ça avait été de communiquer sur cet aspect-là, donc de passer d'un fichier à une interface. Et de dire je vais pouvoir la faire évoluer, elle sera tout le temps à jour et donc on pourra toujours consulter la documentation cybersécurité à jour. Alors en faisant ça, évidemment, on n'a pas inventé le fait de communiquer ou de faire un Wikipédia, mais c'était de le contextualiser par rapport à la cybersécurité. Donc on s'est dit on va coller tous les référentiels de sécurité qu'on connaît par rapport à tout ça et donc on saura que quand on traite une exigence, enfin quand on consulte une exigence, elle est liée à des référentiels. Et ensuite on a travaillé en fait sur alors en l'occurrence avec notre premier partenaire et notre premier client qui était la DGAC, qui elle voulait se lancer dans le pilotage de ses actions. Et donc c'est de là qu'est née l'idée et c'est comme ça qu'elle a grandi en fait, c'est ça que je voulais dire. Et à l'époque, l'idée de départ qu'on avait, soit on prenait des outils existants de wiki, mais ça faisait pas ce qu'on voulait, pas bien, c'était pas contextualisé cybersécurité, donc il fallait partir d'un développement.
Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des outils aujourd'hui, il y a déjà des outils qui existaient sur le marché, hein. Il y a des très grosses sociétés américaines qui ont des solutions, mais c'est des usines à gaz, donc elles sont très adaptées pour un certain nombre d'entreprises. Mais quand vous avez un projet, quand vous démarrez un projet, vous pouvez pas direct mettre un ticket de 100 000 euros sur cet aspect-là. En plus, le budget du RSSI est un peu limité. En tout cas, il l'était. Il se développe heureusement. Mais l'idée, c'était aussi de lui offrir une solution qui était pour lui et adaptée à son besoin, à un premier besoin ou à un ensemble de premiers besoins. Voilà. Aujourd'hui, on va bien au-delà de ce que j'ai décrit, mais on était parti de là. Alors, des référentiels, l'utilisation pour des RSSI de référentiels officiels, hein, on va parler de tout ce qui est ANSI et compagnie, ok, mais quand moi, entreprise, j'ai une PSSI que j'ai écrite avec des professionnels dont certains participent à ce podcast et savent écrire des PSSI, c'est quand même un truc qui n'est pas anodin, comment je fais? J'importe l'écriture via un PDF de mes règles à moi qui viennent normalement, qui découlent de l'ensemble des politiques officielles, légales, machin, et je peux piloter moi-même la PSSI de mon entreprise? Exactement. En fait, il y a des points sur lesquels on a été très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on savait. Alors là, moi, c'est mon expérience qui a parlé sur cet aspect-là, c'est que chaque client a sa politique de sécurité, chaque client a son plan d'audit ou son questionnaire d'audit de sécurité, filiale, fournisseur, etc., fournisseur SaaS, tout ce qu'on veut. Il a ses risques, il n'y a pas un référentiel de risque, etc. Et donc, tout ça, ce sont les données du client. Donc, on va charger les données du client dans la solution. Okay. Et à partir de là, on va cartographier toute sa politique de sécurité, ses risques, etc., sur des référentiels. En fonction du domaine traité évidemment. Et donc quand il va dire moi j'ai travaillé sur ma politique de sécurité, j'ai réglé ma règle de sécurité sur la fréquence des mises à jour par exemple, je l'ai définie et je sais qu'elle est mise en place, et bien ça répond à N référentiels de sécurité et on va lui dire sur tous ces référentiels de sécurité, tu es aussi conforme en termes de sécurité et voilà ton taux de conformité. En général, ce genre d'outil est pas forcément très ergonomique, c'est-à-dire que pour chaque règle de référentiel, on a une ligne, on doit apporter la preuve, etc., ce qu'on retrouve également dans nos Excel. Est-ce que vous avez réussi à bypasser ces restrictions-là? Est-ce que vous avez bossé avec un ergonome? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la vie du RSSI là-dessus et donner envie d'utiliser l'outil au-delà du résultat, hein, et on reviendra après sur les questions de résultat avec le mappage dont tu viens de parler. Alors si je reprends la petite phrase de l'ex-PDG de TF1, en fait le temps de cerveau disponible pour faire de la cybersécurité il est assez limité et c'est pas une question de compétence des gens qui sont en train d'en faire, je parle des métiers, des équipes informatiques, etc. C'est pas une question de compétence, c'est qu'en fait eux ils sont payés à faire autre chose. Donc on vient s'insérer en fait en tant que micro-tâches pour faire du reporting sur des tâches métiers que ces équipes ont déjà. Donc c'était un point clé aussi dans notre démarche, c'était qu'on ne pouvait pas prendre trop de temps aux équipes pour faire le reporting. Donc on a travaillé, alors moi j'ai suivi des cours, j'ai repris des cours en neurosciences, et donc c'était un des points effectivement, c'est que les neurosciences et l'ergonomie c'est très lié, et donc on a travaillé avec un cabinet spécialisé en UX, donc qui s'appelle Fidesio, et ils ont travaillé avec nous sur les interfaces pour simplifier au maximum et fluidifier à la fois la consultation de la politique de sécurité, mais aussi le fait de renseigner un taux de conformité. Donc on a travaillé depuis la notification de l'information, c'est-à-dire que quand on doit faire une tâche, on reçoit un lien directement qui nous amène directement jusqu'à la tâche qu'on doit réaliser. Et en gros, on peut faire un reporting en à peu près 4 clics si on sait ce qu'on doit faire. Donc l'intérêt en fait de tout ça, c'est que ça augmente aussi le niveau et la qualité de la politique de sécurité. C'est-à-dire que plus vous demandez une information précise, plus vous facilitez aussi l'opération de reporting et donc la qualité du reporting que vous recevez. Et donc le fait de simplifier la tâche de reporting, ça impose aux équipes sécurité d'améliorer la qualité de la formulation des exigences de sécurité, des preuves attendues en fait. Parce que si vous ne donnez pas de preuves mais que c'est super simple de faire un reporting, les gens vous rappellent et vous disent bah oui mais je comprends pas ce que tu veux en fait. Et vous travaillez avec quel type de référentiel? Oui, alors nous on s'est construit un système qui n'a pas de limite en termes de référentiel. Aujourd'hui, on a 18 référentiels de sécurité. On en a un on a 18 référentiels, on en a un qui n'est pas de la sécurité, et on est capable d'intégrer en fait à peu près tout référentiel d'exigence
ou de règles, quels qu'ils soient. Donc on pourrait même faire de la comptabilité, de la gestion, de la finance, etc. si on voulait étendre le domaine, même si c'est pas notre objectif aujourd'hui. Des référentiels de conformité, c'est possible, du type PCI DSS? On l'a. Je peux donner une petite liste, hein. On a PCI DSS, durcissement AD, ISO 27000. Non mais voilà, déjà voilà. Il y a les ISO. Hein. Donc tu fais t'as de la PSSI, t'as de la conformité. On a pas mal de choses de l'ANSSI, on a les PSSI de l'État, la PSSI des ministères chargés des affaires sociales, on a le CISI, on a les principaux NIS, donc le NIS CSF, on a le NIS 800, on travaille avec le SWIFT aussi, et en fait tous ces aspects-là, on les a construits sur demande client. C'est-à-dire que nous, on avait déjà un certain nombre de référentiels de base, et quand un client nous dit moi je voudrais tel référentiel en plus que vous n'avez pas, ce qui est de plus en plus rare. On est d'accord que la base c'était l'ISO 27001. La base c'était l'ISO 27001 et la PSSI de l'État en fait. C'était les deux premiers qu'on a chargés. Voilà. C'est important à signaler. C'est important. Enfin, ça se comprend quand on sait que l'origine est la DGSE. Exactement. C'était leurs deux référentiels sources. Et ils travaillent aussi avec le NIST, du coup, vu que les aéroports ont des contraintes avec les aspects américains. Donc en fait, on avait aussi le NIST 800 à l'origine. Des référentiels du type, je sais pas moi, PVID, P10, PRIS. Ça, vous êtes capable de gérer ça? Ouais, on est capable de gérer ça. On va s'adapter un tout petit peu parce que la formulation de ces éléments-là fait qu'on va devoir arbitrer. En fait, on va devoir arbitrer sur ce qu'est une exigence de sécurité en fait. Donc parfois ça peut regrouper 2 éléments ou 3 éléments ou des fois un seul. Et donc là, on va faire ce travail d'analyse en amont. Voilà, parce que si on crée trop de micro-tâches, c'est plus très intéressant non plus pour ceux qui vont piloter avec ça. Alors justement, comment vous faites ce mapping entre les exigences et les différents référentiels? Donc les exigences qui constituent ta PSSI et les différents différentiels. Est-ce que c'est manuel? Est-ce qu'il y a un process automatique? Si oui, comment est-ce que c'est réalisé? Alors il y a les deux, en fait, on ne peut pas tout faire à la main. Tout faire automatisé, de façon automatisée, parce que un des problèmes c'est le côté polysémique des termes qui sont utilisés, et donc on va utiliser tellement de fois le terme réseau ou le terme accès que construire, avoir un machine learning qui tourne là-dessus, il y a trop de sens possible pour que lui ne se trompe pas en fait. Voilà, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des contrôles sur, donc c'est pas de l'IA, hein, on fait des contrôles sur les termes, ça nous fait un certain nombre de propositions, et à partir de ces propositions on fait un passage manuel pour corriger les propositions qui sont faites. Je voulais revenir sur l'aspect RGPD que vous insérez comme référentiel parmi les autres. On va profiter d'avoir un avocat avec nous qui pourra du coup en parler. Dans le RGPD, donc tu as 99 articles et plus de 170 considérants, et tu as un article particulier qui est l'article 32 qui dit globalement vous devez être à l'état de l'art en matière de sécurité, avoir fait une analyse de risque et faire tout ça de manière concrète et intelligente. Quand tu as une règle comme ça, comment tu appliques ça sur la conformité ou sur la vérification de ta PSSI, parce que globalement toute ta PSSI doit répondre à cette exigence. Et là, pour répondre à cette exigence. Ouais. Alors là, pour être très honnête, sur la partie RGPD, on n'a pas de... Enfin, on se positionne... Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est que le RGPD, ça tient en une seule règle, en fait. Tout ce qu'on doit faire en cybersécurité, et exactement ce que tu viens de dire. Donc du coup, c'est l'ensemble de ce process qui répond à la règle 32 du RGPD. Donc en fait, là, nous, on rentre pas plus dans le détail sur l'aspect RGPD, surtout qu'on sait qu'il y a des solutions qui font tous les aspects gestion des données personnelles, etc. Et donc on veut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ces solutions. On a plutôt tendance à s'interfacer avec des solutions de gestion de protection des données qui a essayé de faire moins bien que eux le même travail. Mais je comprends tout à fait ta question, mais la partie RGPD, on n'a pas de... Il faudrait qu'on décompte... En fait, c'est plus une règle de la politique de sécurité qui va dire vous devez être conforme, respecter les réglementations, etc. Et on va définir ici l'ensemble des actions qui doivent être faites au sein de l'entreprise pour être conforme. Mais le fait d'appliquer la PSSI, normalement, doit déjà te rendre conforme, en fait.
De toute façon, a priori, c'est pas au RSSI de s'intéresser à la conformité RGPD. C'est pas moi qui vais dire que c'est pas important, hein, ok. Mais a priori, quand même, je vois dans les entreprises avec lesquelles je discute, souvent l'aspect PSSI et sécurité des systèmes d'information est traité par des équipes qui sont en général les équipes SSI. Et de l'autre côté, il y a des équipes juristes ou projets ou conformité qui s'occupent de la partie plus RGPD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'article 32, il est tellement large et il donne lieu à tellement d'interprétations que dans mon esprit, c'est difficile d'automatiser ça. Donc je comprends l'interfaçage. Je pense qu'en plus, c'est raisonnable et sage en termes de responsabilité pour vous qui lancez votre service. Ouais. Alors moi, je suis pas certain parce que même dans les choix de mesures de protection des données, il y a des choses similaires à ce qu'on fait en cybersécurité. Et comment tu vas faire avec la 27701 ? Donc peut-être tu n'as pas encore de clients qui ont choisi de mettre en œuvre et de se certifier 27701, mais avec la 27701, le lien avec la protection des données et toutes les mesures de protection des données et le RGPD est inévitable. Alors, ouais, parce qu'on a des clients en fait qui le font, parce que eux ils ont choisi de prendre une seule solution pour commencer, et en fait piloter les tâches qui sont liées à la protection des données, c'est le DPO qui vient se connecter dans la solution, et lui il a son chapitre et puis ses sous-chapitres de sa propre politique partie de politique, d'ensemble de règles, et il peut piloter ces aspects-là dans la solution. Donc on est voilà, donc en fait toutes les mesures pour les auditeurs dans la 27701, il y a aussi un équivalent de la 27002 et une extension des mesures de la 27002 et des nouvelles mesures. Donc en fait toute cette partie-là, c'est dans la solution et le DPO se connecte dessus. Exactement. C'est à lui en fait de définir ses règles, c'est-à-dire que c'est vrai que nous on apporte beaucoup moins à ce niveau-là, mais lui s'il définit ses règles, on est capable d'intégrer ses règles dans la solution et il peut lancer son pilotage. Du coup, votre solution, elle s'adresse plutôt à des gens du domaine de la sécurité qui ensuite peuvent rediriger vers les métiers en donnant des accès à des tâches spécifiques pour remplir, commenter et prouver, que quelque chose de générique dans lequel on pourrait mettre n'importe quel référentiel. Comme on vient de le voir avec RGPD par exemple. Alors effectivement, l'idée c'est d'avoir une vue un petit peu métier de son mode de fonctionnement. On peut s'adapter à d'autres domaines. On a des clients qui le font et qui utilisent en fait une instance de la solution sur une autre activité parce que ça répond tout à fait à leurs besoins. Et donc plutôt que d'avoir deux solutions, mais en fait ils ont tout dans une seule. Si je reviens sur la partie cyber, effectivement c'est un outil métier du RSSI. En fait c'est tous les métiers ils ont leur CRM en fait. Le RSSI lui il a pas son CRM en fait, il a pas son outil de pilotage où il sait tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait, toutes les tâches qui sont assignées, les équipes avec qui il travaille, etc. Et donc là c'est vraiment on devient justement, c'est le HQ pour son headquarters, on devient le lieu sur lequel il va avoir toutes ces informations. Et il va lui-même au travers de la solution, il va communiquer avec les équipes métiers, avec les équipes informatiques pour la mise en place des règles de sécurité au sein de l'organisation. C'est pas le seul à utiliser la solution parce que l'audit interne, elle a tout intérêt en fait à utiliser la solution, et les auditeurs externes aussi. C'est-à-dire que pour un auditeur externe, remplir son rapport d'audit, c'est-à-dire que quand vous faites un audit, il y a peu de chances que l'audit vous dise quelque chose que vous ne saviez pas déjà avant. Par contre, il va mettre en évidence l'écart. Donc on a besoin de l'audit parce que sinon l'écart on le voit pas. Mais quand l'auditeur, le rapport d'audit dit qu'il faut chiffrer les flux, qu'il faut ne pas respecter des règles de cloisonnement entre les niveaux de privilèges des différents comptes administrateurs, etc. Tout ça, en fait, c'est dans la politique de sécurité. Et donc le rapport devient un plan d'action au travers de la solution. L'audit interne, elle peut soit utiliser la solution pour lancer des questionnaires d'audit et des sondages, des questionnaires d'audit au travers de la solution, et donc avoir des rapports sur des filiales qui pourraient être un peu partout. Et d'ailleurs, ça peut être des questions qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité parce que là, c'est un module indépendant. Ou bien elle peut venir et dire, ok, vous aviez dit sur la politique de sécurité que vous allez faire tout ça. Moi, je vais regarder le reporting qui est dans la solution. Je vais regarder les valeurs qui sont indiquées et je vais venir vérifier chacun des points, je vais consulter les preuves et la preuve qui a été demandée elle est déclinée, etc. et elle correspond ou elle correspond pas, et je remets à jour la note si je ne suis pas d'accord. Voilà, donc il y a quand même plusieurs acteurs qui vont avoir accès un peu à un peu au back office en fait, à toutes les fonctionnalités de la solution
et qui vont s'en servir pour interagir avec l'ensemble de l'entreprise et des fournisseurs. Vous avez très probablement, toi et tes équipes, rédigé des centaines de PSSI dans votre carrière, corrigé, audité, accompagné, etc. Est-ce que dans votre service aujourd'hui, vous incorporez des modèles de PSSI, des boîtes à outils, des choses à faire directement qui sont faciles, des quick wins, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, tout à fait. Bah là, c'est aussi un des points, c'est que il y avait beaucoup de temps qui était perdu entre guillemets à rédiger des choses qui avaient déjà été rédigées. Donc là, en fait, pour des clients qui partent de zéro ou qui se disent bon, moi, je suis prêt à tout remettre à plat parce que il y a trop de documentation, elle est trop vieille, etc. Voilà. Pour ces personnes-là, en fait, nous, on est capable de fournir une PSSI type et à partir de cette politique de sécurité type, en fait, en 2-3 réunions, en fait, on a remis tout ça au nom de l'entreprise, avec les process internes qui sont adaptés, etc. Et donc, on a fait ça très très rapidement en fait pour nos clients. Nous, c'est pas du tout là qu'on se différencie. En fait, c'est vraiment sur la solution et ce qu'elle apporte au RSSI. La documentation, pour nous, c'est un j'allais dire en anglais, c'est un giveaway. C'est vraiment quelque chose qu'on est capable de donner à nos clients en fait. C'est beaucoup plus intéressant pour eux en fait, surtout pour tous ceux qui partent de zéro, du coup ça leur permet de mettre un pied à l'étrier très rapidement, et pour ceux qui ont déjà quelque chose, en fait on a toute cette expertise et en fait on est capable, quand on voit le moindre document, enfin je pense que après un certain nombre d'années de carrière, en fait on voit un document et on sait où on va partir et si on est dans la bonne direction ou si ça va être compliqué, quoi. Alors, moi, je vois tout à fait l'intérêt pour mes clients et de nombreuses entreprises de s'intéresser à avoir une PSSI ou de faire appliquer la PSSI existante. Ok ? Maintenant, je vais poser la question qui fâche. C'est un outil de travail sans valeur légale où moi, je peux, en qualité de RSSI ou le DSI ou le DAF ou je sais pas quoi, je peux arriver en disant « Tiens, j'ai un outil qui me permet de prouver que je suis conforme à ma PSSI en cas d'audit externe. Il n'y a pas que l'ANSSI qui fasse des audits, il y a des tas de professionnels qui font des audits. C'est quoi votre statut juridique ? Est-ce que vous y avez pensé ? Alors, en fait, la qualité de la preuve, elle n'est pas de nous, en fait. C'est-à-dire que la preuve, c'est la preuve qui est chargée par la personne qui va faire du reporting. Donc, c'est cette qualité-là de preuve, en fait, qui va être... qui va permettre de qualifier le résultat de l'audit. La note, c'est pareil. Nous, on donne le moyen de faire la note, de recevoir la preuve et de noter, mais on ne se positionne pas, enfin, sauf si on fait de l'accompagnement approfondi, hein, mais on se positionne pas sur cette note en fait. Nous, on donne la capacité. Ok, donc c'est un outil. Vous mettez un outil à disposition, comme on mettrait un logiciel on-premises, pour prendre le terme qui est redevenu à la mode, plutôt que, et c'est un choix, hein, c'est certainement pas une critique, plutôt que de dire moi je suis prestataire, voilà mon outil et je peux t'accompagner par ailleurs. Et auquel cas, si je t'accompagne par ailleurs, c'est un autre business model. Là, je suis en mesure de t'apporter plus de services, plus de garanties, plus de machin. C'est ça ? C'est ça. Et alors ça, c'est ce qu'on fait avec. Alors, on le fait avec des cabinets qui se positionnent sur la solution justement et qui eux vendent du conseil au-dessus de la solution. Et eux, ils disent ok aux clients, voilà la politique de sécurité. Nous, on va vous faire RSSI as a service sur tous les aspects de gouvernance, etc. Comme ça, vous pouvez vous occuper de façon plus l'essentiel de votre temps, sur le SOC ou sur je sais pas les nouveaux projets sur lesquels vous avez besoin de passer beaucoup plus de temps. Alors, tu viens de nous expliquer que vous fournissiez un outil, justement, et que la preuve ou la qualité de la preuve était à la charge de ton client. Et moi, je voulais aller un petit peu plus loin vers ça. Vous marquez sur votre site web que vous êtes hébergé en hébergement Secnum Cloud par Outscale, sur la partie IaaS. Donc, vous sécurisez, on va dire, au niveau infrastructure, mais quelle est, votre assurance qualité sur votre outil à vous ? Est-ce que vous vérifiez le code source, l'auditez ? Est-ce que vous vérifiez les bibliothèques ? Est-ce que vous faites des tests d'intrusion ? Enfin, tu connais bien ça, donc tu vas savoir nous détailler l'ensemble. Donc, effectivement, on n'a pas de certification à ce jour. C'est un objectif qu'on a défini, d'avoir une certification pour aller vers. On s'était déjà renseigné en fait pour aller vers du Secnum Cloud. Pour nous aussi, en fait, uniquement sur la partie SaaS. Il nous faut d'abord une certification ISO 27001 déjà.
En tout cas, c'est ce que le LNE nous a proposé. C'est faux. C'est faux. Bon, en tout cas. Alors, c'est une recommandation oui, voilà, que tous ceux qui font Sectum Cloud ont publiquement transmis en disant, avant de faire Sectum Cloud, si vous n'êtes déjà pas ISO 27001, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je pense qu'il est légitime que les auditeurs fassent la même, sachant que les consultants le font aussi, mais que surtout, tous ceux qui sont passés par cette expérience-là, donc il y a déjà plusieurs exemples publics, le disent aussi. Mais c'est utile, mais pas obligatoire. Effectivement, pardon, oui, c'est tout à fait, c'est moi qui vais un peu vite. Mais c'est vraiment, on est d'accord, c'est très souhaitable. Et oui, la Sectum Cloud étant tellement... Après, tu peux être très 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 ambitieux et faire tout en même temps, d'un coup. Ouais. Alors nous on va être raisonnable et donc la Sectum Cloud est tellement riche que si on n'a pas effectivement déjà passé des étapes de certification, ça va être compliqué de se lancer directement dans celle-ci. Donc on n'a pas cette certification, c'est un objectif pour nous, mais c'est vrai qu'on a une solution qui évolue très vite et donc faire certifier quelque chose qui évolue tout le temps, le problème c'est que du coup notre certification risque de considérer comme plus valide assez rapidement. Alors vous êtes combien de personnes ? On est 6 personnes aujourd'hui. Alors c'est essentiellement des techs et moi. Et vos clients, ils se trouvent en France, en Europe, dans le monde ? Alors on a de la clientèle un peu partout parce que on a signé avec une société qui est basée en fait dont l'activité sécurité est basée au Maroc, mais dont l'activité en tant qu'entreprise est basée sur tout le continent Afrique. Donc on travaille avec la DGAC, ça je l'ai dit, c'est notre partenaire, enfin c'est notre partenaire initial et c'est un client aujourd'hui. Et puis après on travaille avec beaucoup de sociétés qui sont basées en France, autant des PME que des grands comptes. On est en POC avec plusieurs grands comptes aujourd'hui et sur divers secteurs. J'en cite un parce que ils sont plusieurs en fait, c'est les coopératives agricoles qui sont des structures en fait implantées à la fois en France, mais l'une d'entre elles, même deux d'entre elles sont implantées à l'international. Et ces entreprises-là, en fait, ont les mêmes on pourrait comparer leurs problématiques à celles de la DGAC. En fait, ils ont des sites partout dans le monde. Parfois, c'est juste une usine, et pour autant, il y a des systèmes informatiques qui sont connectés au réseau. Ils ont, des systèmes cloud, etc., comme nous tous. Et il faut bien gérer la sécurité de ces systèmes, et c'est centralisé aujourd'hui en France. Et une PSSI, quand on l'a beau dire, mais sur des grands comptes, c'est plusieurs centaines de pages. C'est pas un document, c'est déjà plusieurs dizaines de documents. Et on se rend compte très rapidement que pour maintenir tout ce vaisseau qui est la PSSI, et surtout la PSSI d'un groupe, il faut du monde. Donc moi, je suis un petit peu curieux de savoir comment ça passe l'entretien. C'est-à-dire que, ok, on a mis la première fois l'analyse d'écart, j'ai une PSSI, je veux être par exemple PCI DSS, je commence le 1er janvier, j'arrive au mois de décembre, et il y a un nouveau standard PCI DSS qui sort. La norme a évolué. Pas de bol. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle de nouveau mes consultants ou je peux m'appuyer sur l'outil Non. Par exemple. Oui, donc tout à fait. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur cet aspect de maintenance parce que justement l'idée c'était de quitter le modèle documentaire lourd que personne ne connaît et qui en plus je l'ai pas dit tout à l'heure, mais à maintenir dans le temps c'est un enfer. Donc ça je suis tout à fait d'accord. Donc là, on peut éditer chaque point de la politique de sécurité sans interférer avec tout le reste. On peut aussi enrichir, c'est-à-dire qu'on peut contextualiser. Ce qu'on peut pas faire dans un document Word ou qui coûte énormément d'énergie, c'est qu'on va pouvoir taguer les éléments de la politique de sécurité en disant ça c'est à la fois du contrôle d'accès, de l'audit et de l'administration. Et donc en fonction de la façon dont on réfléchit et dont on aborde la politique de sécurité, on va pouvoir venir consulter les mêmes contenus, mais ça dépend pas sans que ça dépende de qui je suis ou de la façon dont je pense. On peut dire que des règles de sécurité s'appliquent uniquement à un SI d'importance vitale, par exemple, pour les différencier. On peut donner des priorités. On va pouvoir dire cette règle-là, elle a une priorité, rouge, ça veut dire que c'est priorité maximale, elle doit absolument être mise en place, etc. Ce qui fait que quand je reçois la tâche
dans mon tableau de bord en tant que opérateur qui doit faire du reporting, je sais non seulement ce que je dois faire, mais j'ai les éléments de contexte qui vont avec, j'ai les éléments de priorité, j'ai les éléments de normes, j'ai les éléments de risque auxquels elle répond, ce qui me permet de savoir que la tâche que je suis en train de réaliser, elle répond à un enjeu qui est supérieur à ce que moi je suis en train de faire. Donc je redonne un peu du sens à cette tâche. Je peux aussi donc éditer évidemment tous ces éléments-là, c'est pour ça que je voulais les citer. Et quand un nouveau référentiel ou quand un référentiel évolue, nous on l'intègre dans la solution, on garde les deux versions parce que nos clients ils ont besoin toujours de garder l'ancienne version pour des mesures de suivi, et on est capable de proposer en fait par rapport à la nouvelle version. Alors là par contre on est capable vraiment de quasiment automatiser le fait de proposer la nouvelle cartographie de la politique de sécurité par rapport au nouvel référentiel, et là en un clic le tableau de bord sur la nouvelle conformité se construit. Là il n'y a pas besoin de rouvrir un fichier Excel ni quoi que ce soit, à partir du moment où c'est recartographié, tout se remet à jour et on peut avoir toutes les vues, c'est-à-dire qu'on peut regarder l'ancienne vue et la nouvelle vue par rapport aux deux référentiels. Donc il y a un gain de temps qui est colossal. Et vous avez un paramétrage spécial OIV, et donc SIV bien sûr, et vous avez un paramétrage spécial OSE ? Parce que maintenant, Guillaume Poupard, le 10 juin dernier, j'ai eu le plaisir de l'écouter en direct, nous a annoncé officiellement qu'il y avait en France à peu près 250 OSE, alors que la liste, c'est pas écrit dans les documents officiels, la liste n'est pas publique. On vient de découvrir que c'était pas public. Et quand Guillaume Poupard révèle qu'il y a 250 OSE en France à peu près, dont beaucoup d'hôpitaux, on se dit tiens, c'est marrant, comment est-ce que les RSSI, notamment des groupements hospitaliers territoriaux, je crois que c'est ça, ou les groupements territoriaux hospitaliers, je sais plus comment ça s'appelle, mais globalement, il y a des tas d'opérateurs aujourd'hui qui ne savaient pas gérer la réalité entre la PSSI, alors les contraintes légales, bien sûr, la PSSI et tous ces outils, c'est pas évident à gérer. Et donc, si vous savez gérer ça, vous apportez un vrai plus sur un marché qui est aujourd'hui en explosion manifeste. Ah, tout à fait, c'est sûr que l'explosion des référentiels de sécurité qui s'appliquent aux différentes organisations, pour nous, j'ai envie de dire, c'est du pain béni. Absolument. On n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. On s'était dit que ça ne pouvait que augmenter, par contre, quand on a commencé. Et effectivement, on a déjà, oui, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on a la directive NIS qui est chargée dans la solution. On a donc la PSSI du ministère des Affaires sociales. On a aussi le LI 309. Enfin, en fait, tous les référentiels qui sortent là, qui sont dans les journaux, en fait, nous, on fait l'effort de les intégrer aussi en amont. Pour être réactif. Et on travaille déjà avec un établissement de santé sur ces sujets. Une question, quand tu veux mettre en place une PSSI, la théorie veut que tu fasses une analyse de risque sectorielle, que tu t'appuies sur une analyse de risque sectorielle, que tu la déclines par rapport à tes problématiques personnelles, que tu en sortes une matrice de risque avec les risques que tu dois gérer et des remédiations que tu dois proposer, remédiations qui doivent être présentes dans ta PSSI. Donc, première question là-dessus, puis j'en aurai une autre sur la sortie. Comment tu fais pour intégrer une analyse de risque dans votre outil ? Alors, nous, on intègre aujourd'hui le résultat de l'analyse de risque. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui font de l'analyse de risque et on veut pas c'est pareil, on veut pas se positionner par rapport à la partie analyse parce que le point, c'était que chacun de nos clients va faire son analyse de risque d'une façon différente. Et donc on ne peut pas se substituer soit à un outil soit à la feuille de papier. L'idée c'est que nous on va récupérer le résultat de cette analyse de risque. Donc on est capable de renseigner donc, les risques en fonction de la façon dont ils calculent les niveaux de vraisemblance et de gravité. On est aussi capable d'adapter notre solution là-dessus. Et derrière en fait on peut lier, en fait on est très bon sur la partie cartographie, donc on peut associer un risque à des exigences de la politique de sécurité, et donc si cette exigence elle est appliquée sur un périmètre donné au sein de l'organisation, on est capable de dire sur la droite qui permet de réduire le risque, eh bien on a avancé d'un certain pourcentage parce que cette exigence elle est elle-même pondérée pour la résolution de ce risque, c'est-à-dire qu'elle est très efficace ou très peu efficace, et donc on est capable de reconstruire la matrice des risques se reconstruit de façon automatique en permanence. Alors ça, c'était pour la question amont. Ma question aval, on n'a pas parlé de reporting. Vous affichez que vous faites du reporting. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Ouais. Alors, on fait du reporting j'ai envie de dire à presque tous les niveaux parce que quand une équipe voit toutes les tâches qu'elle doit réaliser, elle a accès à un petit tableau de bord, une sorte de Trello où elle va pouvoir donner son avancement. On va pouvoir donc regarder toutes les tâches d'une équipe, on va pouvoir regarder toutes les tâches qui ont été réalisées par des équipes. Pardon.
quand on a des tâches communes entre différentes équipes, on va pouvoir voir le taux d'avancement de toutes ces équipes sur les mêmes tâches. Donc si quelqu'un avance très vite, ce serait bien en plus de mettre un peu de dynamique dans tout ça et d'aller en parler, enfin d'aller expliquer aux autres comment ils ont fait. Donc ça, c'est des tableaux de bord vraiment très centré projet. Et puis après, on a tous les tableaux de bord. En fait, on est capable de concaténer cette information. Alors forcément, quand on fait une moyenne, on perd un tout petit peu en finesse, mais on concatène cette information et on va construire un tableau de bord sur toutes les exigences de la politique de sécurité. En fonction du nombre de fois où elles ont été pilotées, on est capable de pondérer les moyennes, etc. Et puis on va être capable de construire une vraie matrice de toute l'entreprise avec toutes les thématiques de sécurité de l'ISO et de dire chacun sur un carré à combien est-ce qu'il se positionne et à mettre tout ça en couleur pour que le RSSI en un clin d'œil puisse voir le taux de conformité de l'organisation ou d'une filiale en particulier. Faut acheter une imprimante couleur pour travailler avec votre outil. Ah, ça c'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a un bouton export. Tu peux le mettre dans ton PDF. Dans ton PowerPoint, pardon. Où est-ce que vous êtes situé et est-ce que vous recrutez? Et si oui, quel type de profil? Donc on est à Paris. Effectivement, on recrute aujourd'hui. Donc on a 2 développeurs dans le pipe de recrutement. On a aussi on cherche quelqu'un pour la partie commerciale. Donc là, c'est un profil non technique justement pour venir m'aider sur ces aspects-là. Et voilà, c'est principalement les 3 recrutements, pardon. Bien, donc vous avez tous compris que TrustIQ propose un logiciel dont le RSSI peut avoir une très grande utilité. Ça va optimiser son temps et celui de ses équipes, le faire exister plus facilement dans la gouvernance de son entreprise, pouvoir répondre aux auditeurs, pouvoir plus facilement communiquer. Donc, n'hésitez pas à contacter TrustIQ. TrustIQ, comment on peut te contacter? Directement le site web. En fait, il y a un formulaire pour nous contacter, ou bien gilles.favier@trustHQ.com. Ok, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui, alors le point, c'est que faire de la cybersécurité, alors pour nous en tant que petite structure, c'est quelque chose de relativement, de relativement simple. En tout cas, c'est pas trop complexe. Pour des grandes entreprises, il y a plus de complexité certes, mais il y a un problème qu'on a tous en fait, c'est le côté fastidieux de cette cybersécurité, de tous les contrôles, de tous les éléments, du fait qu'il faut s'occuper de nous-mêmes, mais aussi de nos fournisseurs. Et en fait, c'est là où nous on se positionne, c'est qu'on veut enlever un peu l'épine du pied du RSSI et de l'équipe sécurité pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leurs tâches métiers. Bon, eh bien, Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.